Le puissant fleuve Brahmapoutre a façonné les paysages légendaires de l'Assam. Cette région du nord-est de l'Inde est le lieu d'une cohabitation singulière entre la faune et l'homme, au cœur d'une nature majestueuse et violente. L'hiver, au petit matin, un épais brouillard vient recouvrir le parc national de Kaziranga. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, celui-ci abrite les 5 grandes espèces emblématiques de l'Asie. Des rhinocéros indiens unicornes, des barassingas ou cerfs de Duvaucel, des éléphants d'Asie, des tigres du Bengale, dont on trouve ici la plus forte densité au monde, et des buffles sauvages. Sous ces airs de paradis de verdure au pied de l'Himalaya, le Kaziranga est le théâtre d'affrontements souvent mortels entre ses occupants humains et animaux. Le Brahmapoutre marque la frontière nord de Kaziranga. Ces crues ont formé d'innombrables îlots d'alluvions ou chaporis, où pousse une herbe riche en nutriments. Ici, aux confins du parc national, on faisait déjà paître des troupeaux avant que la région ne soit classée zone protégée en 1905. Comme son père avant lui, Oikai Kutum est éleveur. Il arrive que des tigres accèdent à l'île, mais ça ne pose pas de gros problèmes. S'ils attaquent une bête, on part à la recherche du cadavre. Les tigres doivent bien se nourrir. Ce sont des chasseurs, après tout. Les humains craignent les tigres, mais les tigres redoutent encore plus les humains. On repère parfois leurs empreintes, mais il est rare d'en apercevoir. La plupart des gens ont peur, mais pas moi. Mais je reste quand même toujours à proximité de mon troupeau. Sinon, je me sentirais trop isolé. Les tigres du parc national tout proche représentent pourtant un danger quotidien. Le parc national de Kaziranga s'étend sur plus de 430 km² dans la plaine alluviale du Brahmapoutre. Tous les matins, Oikai attend le collecteur de lait. Celui-ci se fournit chez lui avant d'aller livrer les hôtels des alentours. Ces buffles sont bien connus pour fournir le meilleur lait de la région. Il y a une bonne raison à cela. Les buffles de mon exploitation s'accouplent régulièrement avec les buffles sauvages du parc national. Leurs petits sont donc porteurs de gènes de l'espèce sauvage. Mais ça ne les empêche pas de s'accommoder de la présence de l'homme. Ce n'est pas le cas des buffles sauvages, une espèce rare et dangereuse. Aucun autre bovin ne possède des cornes aussi longues. Les mâles, qui pèsent parfois plus d'1 tonne, défendent leur territoire à la moindre menace. On ne peut pas garder nos bufflons, sinon ils finissent empalés sur les cornes des buffles sauvages qui nagent jusqu'à l'île pour s'en prendre à eux. On a déjà perdu 3 jeunes mâles comme ça cette année. Bien que récalcitrant, celui-ci va donc quitter l'île au nom de la sécurité de ses congénères. En ce moment, les éleveurs tiennent beaucoup à éloigner ces buffles sauvages agressifs. Plusieurs femelles ont en effet mis bas récemment et une nouvelle naissance est imminente dans le troupeau d'Oikai.
Kaziranga regroupe 70% des rhinocéros indiens d'Asie. C'est pour les sauver de l'extinction que cette zone de protection a été aménagée au début du XXe siècle. Depuis, l'espèce s'est rétablie, mais sa situation reste précaire. Journaliste et garde forestier bénévole, Uttam Saikia est un enfant du pays. Travailler ici, c'est un peu comme faire des études. Chaque jour, j'apprends des choses nouvelles et je prends un peu plus conscience de la valeur de la vie et de ma propre responsabilité vis-à-vis des animaux. Mais tout le monde ne fait pas preuve d'autant de respect. Et malgré les patrouilles armées, la faune est traquée au cœur même de Kaziranga. Pour espérer sauver les rhinocéros, il faudrait venir à bout des braconniers. C'est un combat à la fois dangereux et épuisant. À grand renfort d'armes et d'argent, des organisations criminelles contrôlent le braconnage dans la région. Les cornes de rhinocéros se vendent cher, 40 000 $ le kilo en Chine ou au Proche-Orient. Les gardes forestiers sont autorisés à tuer les braconniers. Uttam préfère se battre autrement. Il a mis sur pied un vaste réseau d'informateurs qui l'avertissent quand il repère un rhinocéros en péril. Je ne réponds jamais au téléphone, je rappelle. Si un informateur me contacte, je ne veux pas qu'il ait à payer la communication. Alors c'est moi qui rappelle. Allô ? Le réseau mobile est excellent dans l'état d'Assam. Je suis très engagé dans la lutte contre le braconnage. Mais je n'ai pas de fusil. Contrairement aux braconniers, mon arme à moi, c'est mon téléphone. Et ça marche. Limite sud du parc de Kaziranga, la route nationale 37 traverse tout l'État. Des milliers d'animaux sauvages la franchissent lors des crues du Brahmapoutre pour fuir la réserve inondée et gagner des terres plus en hauteur. Ici commencent aussi les célèbres plantations de thé de l'Assam, cultivées dans la plus pure tradition indienne. On dénombre environ 150 villages aux abords du parc. Les habitants sont surtout des agriculteurs qui tirent un modeste revenu de leurs rizières. L'approvisionnement en eau potable est un problème récurrent. Ici aussi, les hommes vivent entourés d'animaux protégés et dangereux. Les rhinocéros sont bien visibles depuis ce point d'observation. Ils traversent rarement la route, contrairement aux éléphants qui sortent régulièrement du parc. Une graminée géante, appelée herbe à éléphant, les attire ici, surtout en hiver. Mais dans l'immédiat, un membre de la Harde a fait une mauvaise chute. Anjan Talukdar est vétérinaire en chef au centre de sauvetage de Kaziranga. Les employés du parc l'ont appelé à la rescousse pour s'occuper de cette éléphante âgée d'une quarantaine d'années. Apparemment, elle a glissé là-bas. Et maintenant, elle n'arrive plus à se relever. On va l'aider à repartir.
Difficile d'évaluer son état dans cette position. À la tête du centre de sauvetage depuis 2002, Ratin Barman veille sur les animaux du parc et de ses alentours, secondé par Anjan Talukdar. On va lui donner quelque chose pour qu'elle reprenne des forces. Ça fait 24 heures qu'elle est là et elle n'a rien eu à boire ni à manger. Dans un premier temps, il faut donc qu'elle se rétablisse. Puis on va aller chercher une excavatrice pour la relever. On l'a perdu. C'est fini. Au moins, on aura essayé. C'est terrible de voir mourir un bel animal comme ça, si jeune. C'est une lourde perte. Chaque année à Kaziranga, une dizaine d'éléphants au moins meurent de mort naturelle. Mais le bilan s'alourdit dès que les troupeaux entrent en contact avec l'homme à l'extérieur du parc. Nous sommes en guerre. Les affrontements se multiplient et la population est à bout. Les gens ne tolèrent plus les animaux. Les surfaces de pâturage ont diminué dans la région, conduisant les pachydermes à piller les rizières, détruire les habitations et attaquer leurs occupants. Hommes et bêtes se disputent un même espace vital. On a perdu une trentaine d'éléphants cette année à cause de ces conflits. Soigneur au centre de sauvetage, Raju Koutoum s'occupe des éléphantaux qui se retrouvent orphelins en raison de ce climat délétère. Il est de garde cette nuit. 15 heures de travail pendant lesquelles il va devoir nourrir régulièrement les petits. Ses protégés ingurgitent jusqu'à 12 litres de lait par jour. Celui qui l'occupe ce soir a 4 mois. Des villageois ont abattu sa mère pour l'empêcher de ravager leurs champs. Ils n'ont pas eu d'égard pour sa progéniture. Il avait sur le front une plaie béante et relativement profonde. Mais le vétérinaire l'a soigné. Et heureusement, on a évité une inflammation. Le jeune mâle est hors de danger. Bientôt, il n'aura plus besoin de soins et rejoindra ses congénères. Puis il sera relâché dans son milieu naturel, en zone protégée. Raju n'a pas toujours été un ami des bêtes. Dans mon village, on avait l'habitude de traquer tous les animaux sauvages. Mais presque tout le monde a arrêté de les tuer après l'ouverture du centre de sauvetage. Et moi aussi, parce que j'ai compris à quel point ils étaient précieux. Je me suis rendu compte qu'ils disparaissaient peu à peu de la planète. J'essaie d'expliquer aux autres que toute la faune sauvage est en danger. Peu avant minuit, on lui confie une nouvelle victime. Un éléphanteau âgé d'1 mois à peine,
retrouvés par des ouvriers agricoles dans le fossé d'écoulement des eaux d'une plantation de thé toute proche. Ces sauveteurs ont tenté en vain de le nourrir de bananes pendant 2 jours. S'il n'est pas assez grand pour avaler des aliments solides, ce beau bébé pèse tout de même 120 kilos. Ses yeux rouges témoignent de son état de déshydratation. Il a besoin de soins d'urgence. Les éléphants se déplacent principalement de nuit. Sur la route nationale et dans les rizières, des gardes forestiers armés s'interposent au besoin entre les troupeaux et les habitants excédés. Cette clôture a été arrachée cette nuit, renversée par un groupe d'éléphants. Au petit matin, un paysage lunaire et dévasté révèle l'ampleur des dégâts. Ces champs piétinés régulièrement par les pachydermes deviennent peu à peu incultivables. Ici, une famille d'agriculteurs a perdu en une nuit tous ses moyens de subsistance. À 7 heures, Raju a terminé sa garde. Mais son chef lui a demandé de rester pour participer à une opération délicate. L'éléphanteau arrivé dans la nuit doit réintégrer son troupeau. Il est toujours préférable qu'un petit retrouve sa mère. Ça nous tient vraiment à cœur. Forcément, il se portera mieux auprès de sa mère que dans notre centre de sauvetage. L'animal a été retrouvé dans un fossé de ce type, destiné à empêcher les éléphants de pénétrer dans la rizière. Pour localiser son troupeau dans cette zone de 6 km², Raju sollicite Uttam, qui va appeler les ouvriers des plantations avec son fameux téléphone portable. Les éléphants sont là-bas? Tu te renseignes? Les cueilleurs de thé sont depuis de longues années les yeux et les oreilles d'Uttam sur le terrain. Ils disent que le troupeau est sur leur plantation. Il ne doit pas être bien gros. Nous allons voir. En effet, la harde en question ne compte qu'une vingtaine de bêtes. Mais 2 autres hardes ont l'habitude de traverser la plantation pour gagner le parc. La mère de l'éléphanteau ne fait donc pas forcément partie de celui-ci. Le petit est enduit de crottin frais. L'odeur encouragera peut-être une autre femelle que sa mère à l'adopter. Des gardes forestiers sont présents pour protéger les riverains. L'opération, pilotée par le directeur et le vétérinaire du centre de sauvetage, n'est pas sans danger. Quelques éléphants se sont détachés du reste du troupeau. De jour, ils se montrent très nerveux. Suivi par le petit éléphanteau, ils s'acharnent sur la clôture de la plantation. Mais ils finissent par s'éloigner sans manifester le moindre intérêt pour le jeune mâle.
L'équipe va le ramener au centre, le nettoyer et le nourrir. Ratin Barman rédige le compte-rendu de l'intervention. On ne peut pas savoir avec certitude pourquoi le troupeau a abandonné ce petit. Mais l'hypothèse la plus probable, c'est qu'il était trop faible pour suivre le mouvement. Il doit donc reprendre des forces. Le temps presse. L'équipe va à nouveau tenter le soir même de lui faire réintégrer sa harde. Après 20 heures de travail, Raju peut enfin rentrer chez lui. À bord du bateau familial, Uttam Saikia se rend aujourd'hui sur l'île de sable d'Oikai Kutum. Les îlots et les bancs sableux ne cessent de changer de forme au gré des courants. Ils jouent un rôle stratégique important dans le combat contre la chasse illégale des rhinocéros, car ils permettent d'observer les va-et-vient des embarcations entre le Brahmapoutre et les marais du parc de Kaziranga. Les gardiens de buffles peuvent donc être des informateurs précieux. Aujourd'hui, gardes forestiers et éleveurs se rencontrent pour tenter d'établir une relation de confiance. Uttam fait le lien entre les paysans et les autorités. Un informateur d'un village lui a communiqué le numéro de téléphone portable d'un braconnier. Avec ce numéro, on peut déterminer son emplacement. Je n'avais que cette information et je l'ai transmise à la police. Et ils m'ont dit que son propriétaire se trouvait près du relais téléphonique de Numaligarh. D'après mes renseignements, il s'agit d'un groupe de braconniers lourdement armés. Une attaque de braconniers aura sûrement lieu le soir même. Chacun se prépare à les affronter. Des morts sont à craindre, et pas seulement parmi les rhinocéros. Uttam prend congé. Avant la nuit éprouvante qui s'annonce, Oikai a fort à faire, et notamment une étable à construire avec ses tiges séchées d'herbe à éléphant. J'ai une bufflonne qui est sur le point de mettre bas. Je ne voudrais pas que le petit souffre de la nuit froide. Les voisins sont venus donner de l'aide pour accélérer le processus. L'hiver, les températures nocturnes tombent presque à zéro dans la région. Sans un abri protecteur, le nouveau-né ne survivrait probablement pas. Mais il y a un petit contretemps. La femelle qui allait mettre bas a disparu du troupeau. Il faut que je la retrouve. Elle est peut-être là-bas dans les roseaux. C'est-à-dire là où rôdent les tigres. Les félins sont bien passés par là, mais leurs empreintes datent de plusieurs semaines. Et il n'y a aucune trace de la bufflonne. Pour les gardes forestiers, il est temps d'aller se mettre en embuscade et de guetter les braconniers. Uttam passe à son tour sur son bateau.
Il va participer aux opérations. Quant à la bufflonne fugueuse d'Oikai, la voilà qui se décide à rentrer au bercail. Elle est en sûreté pour la nuit. Le parc national ne compte pas que des animaux dangereux. L'hiver, des oies à tête barrée venues de Sibérie franchissent l'Himalaya pour gagner les marais de Kaziranga. On y trouve également des canards ou des jabirus d'Asie, une espèce rare des chassiers. Tous viennent au point d'eau pour s'alimenter. Les troupeaux d'éléphants trouvent eux aussi une nourriture abondante dans le parc. Constamment en mouvement, ils empruntent des itinéraires immuables. Et tant pis si entre-temps des routes et des maisons ont été construites dessus. Le village de Punbari a été fondé il y a une quarantaine d'années. Ses premiers habitants, délogés d'une autre implantation par les crues du Brahmapoutre, ignoraient qu'ils s'installaient sur le parcours des pachydermes. Raju Koutoum, le soigneur, a toujours vécu ici. Issu de l'ethnie Mishing, installé le long du Brahmapoutre, il occupe une simple hutte de bois et d'argile avec son épouse Urmila et leurs 3 enfants. Une maison qui a déjà été ravagée par le passage des éléphants. Des habitants de Punbari ont également perdu la vie en pareille occasion. Les éléphants sont très nombreux dans la région. Tout au long de l'année, on en voit passer dans le village. Il faut dire qu'on est tout près du parc national, à la lisière de la forêt. La génération du père de Raju a défriché la forêt pour y créer des champs. Aujourd'hui, le soigneur sensibilise ses propres enfants aux conséquences de cette conversion des terres. Sa fille est née à 17 ans. Mon père nous parle de son travail auprès des éléphants et je suis très fière de lui. Il nous dit bien que les éléphants ne s'en sont jamais pris à lui, mais il nous conseille quand même d'être toujours très prudents la nuit. La famille s'est accommodée de cette menace permanente. Je n'ai pas peur quand je vois arriver les éléphants. Ils viennent parfois manger des plants de riz dans les rizières submergées. C'est comme ça, il faut l'accepter. Raju et Urmila ne sont pas allés à l'école. Avant que le jeune homme soit embauché au centre de sauvetage, il gagnait à peine de quoi vivre. Je rêve de pouvoir offrir une bonne éducation à mes enfants. Ils pourraient peut-être étudier l'éthologie, le comportement animal. Bien sûr, ça ne donne aucune garantie pour l'avenir. Mais avec ma femme, nous tenons à ce qu'ils fassent les meilleures études possibles et qu'ils apprennent un métier qui les intéresse.
Quand un troupeau d'éléphants se présente en pleine nuit pendant que Raju est de garde, sa famille sait quel comportement adopter. D'ailleurs, Raju n'est pas inquiet pour les siens. Il a acquis un bon karma. Comme je m'occupe des éléphantos, je suis convaincu que ma famille est protégée par le dieu éléphant, Ganesha. J'ai appris à ma femme et à mes enfants à rester aux aguets la nuit et à ne jamais importuner les éléphants. Et s'il leur arrivait quelque chose, je reviendrai immédiatement. Mais dès qu'un barrissement retentit au loin, c'est l'alarme. Il est où? Dans les bambous? Hé, Toufan, ils sont partis par où? Dans la plantation? Laisse-les partir. Depuis que je travaille avec les éléphants, je demande aux gens de ne pas les tuer. Même s'ils ravagent nos champs, mieux vaut les faire fuir que les abattre. Les volontaires de Poonbari montent la garde. Le feu et le bruit restent les meilleurs moyens d'effrayer les animaux. Mais cette nuit, le danger est ailleurs. Les gardes forestiers arrivent trop tard. Uttam se rend sur les lieux du crime. On était si près du but. Il y a 2 jours, on m'a appelé pour me signaler une bande de braconniers dans le parc et me donner leur localisation approximative. J'en ai donc informé le directeur. Les gardes forestiers étaient en alerte. Ils se tenaient prêts à intervenir. Mais malheureusement, les braconniers ont été plus rapides que nous. Ils ont ouvert le feu. Ils ont bien visé. Ils sont passés entre 2 groupes de gardes. C'est un rhinocéros qu'ils ont abattu pour scier sa corne. Le vétérinaire participe à l'examen du cadavre. Ce sont des étuis pour fusil d'assaut AK-47, la Kalachnikov. Comme vous le voyez, nous avons trouvé 4 étuis et 4 cartouches intactes de divers calibres. Les braconniers ont toujours une longueur d'avance sur les gardes forestiers. En plus, ils sont équipés de Kalachnikov, alors que les gardes n'ont pour se défendre que des vieux fusils. Face à un tel arsenal, on ne peut pas faire le poids. C'est vraiment déprimant. L'équipe rassemble quelques pièces à conviction. Une machette et un chiffon. Un chien policier pourra peut-être en tirer quelque chose. Mais cela ne permettra pas d'arrêter les instigateurs de l'opération, tout au plus quelques hommes de main.
Les organisations criminelles démarchent directement les villageois pauvres en leur proposant des prêts. Ceux qui n'ont pas de quoi rembourser sont menacés de mort et sommés de révéler aux braconniers la position des rhinocéros. Comme les animaux déposent toujours leurs excréments au même endroit pour marquer leur territoire, les habitants de la région n'ont aucun mal à les localiser. Tant qu'on n'attrapera pas ceux qui tirent les ficelles depuis l'étranger, on ne pourra pas mettre fin au braconnage dans le parc. Les braconniers massacrent plus de 25 rhinocéros par an à Kaziranga, tandis qu'Outam et ses informateurs déjouent au moins 3 attaques par mois. La survie de Kaziranga dépend des habitants de la région. Sans leur coopération, les autorités sont complètement impuissantes. Kaziranga appartient au peuple. Outam veut continuer à servir d'intermédiaire entre les villageois et les pouvoirs publics afin de poursuivre son combat contre le braconnage. Au centre de sauvetage, Raju prépare l'éléphanto en vue d'une nouvelle tentative pour lui faire réintégrer son clan. Le petit a déjà passé 4 jours loin de sa mère. C'est sa dernière chance. Il va être relâché le soir, à proximité d'un nouveau troupeau qui a investi la plantation de thé. Les pachydermes se sentent plus en sécurité dans l'obscurité. C'est d'ailleurs de nuit qu'ils viennent le plus souvent chercher à manger. Les éléphants sont parfaitement calmes. Il semble avoir repéré le jeune mâle qui les suit dans les sous-bois. Mais impossible de rester à proximité, le danger est trop grand. Vu de loin, l'éléphanto semble avoir disparu. L'équipe revient s'en assurer au petit matin. Ratin Barman termine son rapport. Nous sommes retournés sur place ce matin pour voir si le petit était effectivement parti avec ce groupe. Nous avons commencé par chercher le troupeau pendant environ 1h30. Soudain, nous avons entendu des cris d'éléphanto. Le bruit nous a conduits jusqu'à lui, mais il était tout seul. Une fois de plus, les autres l'avaient abandonné. On commence toujours par essayer de réunir les petits avec leur troupeau. En cas d'échec, on prend le relais pour les nourrir au biberon. Ici, en l'occurrence, nous avons fait tout notre possible. On va donc l'élever et l'intégrer à un autre groupe ultérieurement. C'est notre rôle. Raju va jouer les mères de substitution jusqu'à ce que son protégé n'ait plus besoin de lait. Quand j'ai commencé à m'occuper de ces éléphantos orphelins au centre de sauvetage, j'ai appris à interpréter leur comportement. Et j'ai compris peu à peu combien ils avaient besoin de leur mère.
Celui-ci n'avait qu'un mois quand on l'a retrouvé dans un fossé. On l'a déjà sauvé, mais ce serait vraiment gratifiant de lui permettre de grandir en bonne santé. Je sais que je contribue à la préservation d'une espèce menacée. Dans 2 ans, l'animal pourra à son tour apprendre aux autres petits à trouver leur nourriture. Puis il sera relâché dans une réserve, loin de l'homme. Sur son île au milieu du Brahmapoutre, la bufflonne d'Oikai a enfin mis bas. Ça fait un petit de plus dans mon étable. Je suis vraiment très content. C'est une femelle en plus, ce qui est une excellente chose. J'ai déjà fait face à des naissances compliquées, mais cette fois, tout s'est bien passé. Oikai a fait venir un prêtre local qui pratique un puja afin de bénir la bufflonne et son petit et de les préserver des tigres et des buffles sauvages. La naissance a eu lieu un vendredi, ce qui est un bon présage pour une femelle. C'est là le quotidien d'Oikai, un mélange d'efforts, de danger et de joie. Ainsi va la vie. Chaque année, quand le Brahmapoutre sort de son lit, Oikai quitte le banc de sable avec son troupeau. Les crues balaient l'ensemble de la zone humide et y déposent un limon riche en nutriments. C'est ce qui rend la région fertile et sa végétation luxuriante. Dans ce sanctuaire animalier aux espèces parmi les plus rares d'Asie, l'homme est confronté à une nature parfois redoutable, un défi permanent.